La mort est l'apogée de la vie, dit-on à Vienne. Et étaient deux figures clés de l'Empire. Leur mausolée s'inspire de l'Antiquité. Toute mise en scène nécessite un décor ostensible. Ainsi, la colline des généraux des Premier et Second Empires, avec les membres de la noblesse rassemblés autour d'eux, apparaît comme l'ultime survivance d'une époque et d'un mode de pensée révolu. Les nobles ont appris, eux aussi, à s'intégrer à l'ensemble. Ici, on ne célèbre plus le pouvoir et pour la première fois de l'histoire peut-être, les tombeaux ne servent plus à légitimer le gouvernement des vivants. Ce qui caractérise encore ce lieu, c'est la fierté d'être des citoyens de la ville, dégagés de toute appartenance confessionnelle. Le Père-Lachaise distingue la mémoire et le culte du souvenir de la religion et de l'Église. Cette dernière perd ainsi ses droits exclusifs sur les défunts. On chemine ainsi entre les tombes d'Honoré de Balzac, de Sarah Bernard, d'Amadeo Modigliani, qui était juif et repose parmi les juifs. Et voici la tombe d'Oscar Wilde, exempte de symboles religieux mais pas de témoignages laïques. Et celle de Guillaume Apollinaire. Le Père-Lachaise a effectivement des dimensions multiples et c'est pour ça que c'est un des lieux les plus aimés des Parisiens. Il y a la dimension personnelle qu'on a évoquée tout à l'heure, mais il y a d'autres dimensions qui sont plus fortes. Pour prendre un mot qu'on utilise beaucoup en France aujourd'hui, je dirais que le Père-Lachaise est un patrimoine des Parisiens. Et alors un patrimoine avec tous les sens que ça peut avoir. Le patrimoine, c'est quelque chose qui leur appartient en commun, à eux. Mais le patrimoine aussi, c'est un lieu dans lequel il y a une sorte de concentration de ce qu'ils estiment être, de la manière dont ils se voient et de la manière dont ils aimeraient être vus. La ville lumière se souvient aussi de celles et ceux qui refusent de suivre les conventions sociales. Chaque jour, ils sont nombreux à rendre hommage à Édith Piaf. Quant à cet indice, il concerne une tombe qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Celle de Jim Morrison, décédé en 1971 à Paris. Il faut suivre le serpentin des allées pour la trouver. Elle n'est pas mise en évidence, mais cachée par d'autres tombes plus grandes. Ceux qui la trouvent ne sont pas tels les pèlerins du Moyen-Âge. Ils ne cherchent ni bénédiction ni enseignement. Nous voici à Vienne. Le cimetière central de Vienne est la plus grande nécropole d'Europe. Une ville des morts qui compte 4 millions de tombes et qui dépasse largement en nombre la ville des vivants. Le terrain est tellement étendu qu'il n'est pas rare de se perdre dans ses allées. Comme au Père-Lachaise, ce sont avant tout les artistes et les intellectuels de la ville qui sont inhumés ici. L'une des allées principales mène à une petite rotonde. Ici, on rend hommage à de célèbres compositeurs du XIXe siècle. Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms. Ce cimetière urbain est ouvert à toutes les confessions. Les personnes de toutes les religions du monde
peuvent se faire inhumer ici. Le cimetière central de Vienne a été conçu comme la capitale mondiale des morts. Son terrain est si vaste qu'il pourra accueillir des tombes jusqu'à la fin du 4e millénaire. Ici, tout est arrangé selon les désirs du défunt. Celui-ci souhaitait que son enterrement conjugue les pompes funèbres viennoises et l'hymne français. Nous voici au musée d'anatomie pathologique de Vienne. Il recèle la plus grande collection mondiale d'organes et de préparations. Il ne s'agit pas ici de mettre la mort en scène, comme à l'époque baroque, mais de mieux décrire le monde d'ici-bas. Les salles les plus anciennes du musée ressemblent aux chambres funéraires, au columbarium de l'Antiquité. Celle-ci abrite des dizaines de jumeaux morts. C'est à la fois un cimetière d'enfants et un espace dédié à l'étude scientifique. L'intérêt pour les monstres, pour les monstruosités animales ou humaines, siamois, hydrocéphalie par exemple, ou encore viscères entremêlés et autres phénomènes, est perçu par le visiteur, par l'observateur actuel, comme une intrusion dans la sphère intime, ce qui lui paraît déplacé. Pourtant, à l'origine, les collections de monstres répondaient à toute autre chose. Elles sont nées de la curiosité scientifique, pourrait-on dire, pour des phénomènes naturels qui n'étaient pas exposés dans la vie de tous les jours. Pour la première fois dans l'histoire, une époque a la force de ne pas exclure les anormaux et les malades, les malformés et les accidentés. L'Antiquité les avait tout bonnement ignorés, et les époques ultérieures les avaient mises en scène et exploitées. Dans cette collection que peu de personnes sont autorisées à voir, le voyeurisme étant une faiblesse humaine, l'effroyable est respecté et devient émouvant. Mais le XXe siècle apporte bientôt son lot d'horreurs véritables. À Berlin, le pouvoir en place se met en scène, rivalisant de grandiloquence avec les monuments de l'Antiquité. Voici un cimetière du sud-ouest de Berlin, aménagé au début du XXe siècle par plusieurs centaines de milliers d'enterrements. Ces tombes de jeunes, morts trop tôt et violemment, comptent parmi les plus anciennes. Ce cimetière a été conçu, lui aussi, comme un parc paysager. Les fosses communes, les seules de la Première Guerre mondiale, se trouvent à l'écart des allées principales.
Ce lieu est aussi un monument à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort au loin. Ceux dont on connaissait le nom, mais dont on n'a pas retrouvé le corps. Les cimetières militaires, comme on en a des masses en France, et qui sont surtout des cimetières militaires de la Première Guerre mondiale. Il y en a un peu moins pour la Seconde, parce qu'on s'est moins battu en France. Les cimetières militaires, maintenant, sont inséparables des paysages français. Et le fait que là où il y avait la ligne de front, qui s'est stabilisée à partir de l'hiver 1914, et qui est restée stable jusqu'à l'été 1918, fait que le long de cette bande rouge, comme on l'appelle, qui traverse la France de l'Est au Nord-Est, il y a une accumulation de cimetières militaires français, mais aussi britanniques et allemands, qui sont côte à côte. Donc la première chose qui impressionne lorsqu'on va en France, c'est de voir les adversaires qui se trouvent pratiquement réunis côte à côte. Non pas au point qu'il y aurait des cimetières communs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'anciens mausolées familiaux ont été déplacés du centre-ville et déposés ici. Ils gênaient le projet de Germania que nourrissait Hitler pour la capitale du Reich. Vingt ans plus tard, la construction du mur enclavera Berlin-Ouest et le cimetière deviendra zone interdite. Dans la ville même, les cimetières se sont retrouvés situés entre les fronts. Le mur se composait en effet d'un mur avant et d'un mur arrière. Entre deux, il y avait un no man's land, et avant le mur arrière, une zone interdite. Dans une rue emblématique de Berlin, Ackerstrasse, la zone interdite était un cimetière. Celles et ceux qui voulaient rendre hommage à leurs proches devaient informer au préalable les troupes frontalières de leur visite et s'occuper de leurs défunts à la lumière des projecteurs. Ironie du sort, comme tous les grands cimetières urbains, celui-ci devait rester ouvert à chacun, quelle que soit sa confession. Mais on ne pouvait pas y entrer librement. Parce que le mur de Berlin était devenu le symbole d'une coupure antinaturelle, d'une sorte de blessure permanente à l'intérieur de l'Europe, qui coupait en deux ce qui ne méritait pas d'être coupé en deux. Nous sommes à Barcelone. Le cimetière Montjuïc nous montre comment les grands cimetières urbains auraient pu servir de modèle aux vivants et à leur société. Cette gigantesque nécropole est une véritable colline aux morts. Comme dans un immeuble de rapport bourgeois divisé en appartements, les tombes du bel étage, c'est-à-dire le premier, et du deuxième étage, sont agencées de manière conventionnelle. Au-dessus, au troisième et quatrième étage, commence la colline et les places y sont déjà plus étroites. Puis, on décida de construire les étages supérieurs selon un plan idéal. Une sorte de ville des morts bâtie sur le modèle des villes des vivants. Aucune ville n'avait encore osé se lancer dans une utopie de la mort, ni affirmer que le sort des défunts était plus enviable